Il est clair qu'en raison de l'intensification des performances dans la fabrication, dans le processus de production, cela s'est fait sentir dans tous les domaines de travail au cours des 30, 40 dernières années. Les gens sont de plus en plus exploités, également à cause des prix élevés de l'énergie. Au fond, il ne s'agit que d'un transfert d'argent des poches des salariés vers celles des fournisseurs d'énergie américains. C'est bien de cela qu'il s'agit, sinon il n'y a rien d'autre. C'est une exploitation de sa propre population. Mais les gens ne se défendent pas, parce qu'ils sont anesthésiés par les offres gratuites superficielles du monde numérique. Cela rend dépendant. Cela amène les gens à croire réellement qu'ils reçoivent ici des informations, des actualités, des films gratuitement sur Internet. En réalité, ils paient en fournissant leurs données. Et bien sûr, les élites au pouvoir savent aussi comment cela fonctionne et elles orchestrent alors la perception et essaient d'influencer les comportements. Il est évident qu'on ne trouve sur Internet que ce qui a passé les filtres de téléchargement des entreprises et des services secrets. Seulement cela, et ainsi la perception de la population est rationalisée, on pourrait dire, réduite à ce qui est consensuel et toutes les contradictions sont écartées. C'est une tentative de maintenir la population en ligne, même si elle est en danger. Car dans toutes les sociétés détruites par le néolibéralisme, il règne une colère immense. Une colère contre la soi-disant flexibilisation des conditions de travail. Les emplois se limitent désormais aux contrats à durée déterminée, au travail indépendant ou par projet. Une colère contre les coupes dans les domaines sociaux, la santé et les retraites. Tout cela pèse sur les gens. Il s'agit globalement du transfert de la responsabilité des risques de la vie du niveau de l'état social vers l'individu. Et cela provoque de la peur et de l'agressivité chez les individus. Bien sûr, les puissants le savent aussi, car ils sont responsables de ce transfert par leurs mesures politiques. Et maintenant, ils essaient de détourner l'attention du fait qu'ils sont eux-mêmes responsables et tentent de diriger la colère, qui devrait en fait être dirigée contre les responsables politiques, vers des objets de substitution. Ils cherchent des substituts. Et là, il est facile de mobiliser la colère et la haine de la population contre des minorités, par exemple les réfugiés, ou contre des ennemis extérieurs, les Russes, Vladimir Poutine, qui nous détestent de toute façon, et ce genre d'histoire. Et bien sûr, c'est une manœuvre de diversion délibérée, et les gens ne s'en rendent souvent pas compte, aussi à cause du matraquage permanent des médias de propagande. Et on peut, et ce processus le montre, agir pendant des années contre les intérêts de la population si les médias autoproclamés de qualité soutiennent et accompagnent cela. Et c'est ce qu'ils font. Les médias s'alignent devant les élites du pouvoir comme des copeaux de métal devant un aimant. Des mots durs, monsieur Bab. Vous venez de parler de manipulation du comportement de la population sous sédation. Je veux dire, au moment où la population commence à se réveiller, il devrait probablement y avoir des millions de personnes qui descendent dans la rue. J'ai déjà expliqué pourquoi ce n'est pas le cas. Les gens ne descendent pas dans la rue et ils comprennent peu de choses à cette guerre et à ses enjeux. Et la presse, les médias garantissent qu'ils en comprennent de moins en moins. Et c'est la véritable cause. Ici, le dicton s'applique. Celui qui dort en démocratie se réveille en dictature. Et à mes yeux, il y aura un réveil brutal pour les gens en Allemagne. Les jeunes sont déjà recensés, ils reçoivent des lettres. C'est ce que j'entends dans mon entourage. Ici, on vérifie bien sûr s'ils sont aptes au service de guerre. Et je ne peux que conseiller à ces jeunes de s'y opposer immédiatement et de refuser le service militaire. Sinon, ils finiront au front. Et là, ils seront bien surpris. Parce que ce n'est pas un jeu vidéo. Monsieur Bab, à mes yeux, les départements de relations publiques des entreprises d'armement font un travail génial, parce que nous assistons actuellement à un changement d'image sans précédent et à un nouveau récit moral qui nous est imposé, une nouvelle narration. Cela signifie que celui qui travaille ici œuvre pour le bien, la liberté et la démocratie.
Est-ce que c'est une stratégie de légitimation pour, en fin de compte, rendre la guerre socialement acceptable? Les entreprises cherchent avant tout à faire des profits. Et c'est le rôle des départements de relations publiques de présenter cela, bien sûr, comme une initiative de paix. Bien sûr, nous fabriquons des armes pour la paix, mais jamais un monde pacifique n'a été créé avec plus d'armes. Même les moins perspicaces devraient saisir cette logique. Mais ce n'est pas le cas. On croit que tout le monde est contre la guerre. Mais seuls ceux qui doivent y aller sont contre la guerre. Ceux qui n'ont pas à y aller ne sont pas contre la guerre. Et en particulier, je vois ici toute une série de prostituées du temple de la guerre qui défilent dans les talk-shows et essaient de faire croire aux gens que la guerre est une chose formidable et que nous nous battons pour les valeurs occidentales. C'est absurde, car la guerre ne concerne jamais les valeurs. C'est exactement le contraire. La vie humaine serait la valeur suprême. Mais ces personnages qui veulent nous séduire ici utilisent la vie humaine pour leurs propres intérêts. C'est ainsi que je le vois. Et tout à l'heure, j'ai déjà expliqué pourquoi les politiciens occidentaux tiennent à prolonger la guerre. Diriez-vous, Monsieur Babb, c'est une question très pointue, que le projet de paix de l'Union européenne n'a en réalité été, dès le début, qu'une opération de relations publiques, une simple opération de communication, donc une autre forme de politique de puissance? Non. Le projet de l'Union européenne a bien sûr aussi été créé par des hommes politiques qui savaient ce que signifiait la guerre. Je ne pense pas seulement à Helmut Kohl, par exemple, mais aussi à Willy Brandt qui a dit « La paix n'est pas tout, mais sans la paix, tout n'est rien ». Je pense aussi à des hommes politiques comme Charles de Gaulle en France, qui a fait rédiger la Constitution de la Ve République, encore en vigueur aujourd'hui, sur mesure pour lui. Le président en France peut, sans consulter le Parlement, déclarer la guerre à d'autres pays. C'est de Gaulle qui l'a fait consciemment ainsi. Car celui qui peut déclarer la guerre peut aussi y mettre fin sans consulter le Parlement. Et Charles de Gaulle voulait mettre fin à la guerre d'Algérie et promouvoir la réconciliation avec l'Allemagne. Après, au total, 3 guerres dévastatrices, 1870 à 71, 1914 à 18, 1940 à 45. Mais les gens en France n'étaient pas encore prêts, tout comme les gens en Allemagne n'étaient pas encore prêts non plus. Car chaque famille avait des morts. Et lui, qui pouvait voir une mer de sang encore plus vaste grâce à sa propre expérience de vie que ses propres compatriotes, disait « Je ne peux le faire que de cette manière. Je dois le faire en vertu de ma personnalité et des pouvoirs que me confère la Constitution. » Mettre fin à la guerre d'Algérie a été très difficile pour la France, provoquant de graves conflits internes. Et la réconciliation avec l'Allemagne a pris de nombreuses décennies. Je le sais, car je viens de la région frontalière franco-allemande. Et pourtant, c'était une bonne décision. Ce genre de choses est possible entre les mains de personnalités politiques visionnaires comme Charles de Gaulle. Mais une telle chose devient un instrument dévastateur. Entre les mains de pygmées politiques que nous devons endurer aujourd'hui. Donnez-nous un peu d'espoir pour finir, Monsieur Babb. Qu'est-ce qui devrait changer dans le paysage politique allemand pour que nous puissions à nouveau tendre la main à la Russie? Parce que ce scénario de 3 à 5 ans, où l'on attend simplement la fin de Donald Trump pour ensuite attaquer pleinement la Russie, c'est quand même assez effrayant. Dans l'analyse, il faut être vraiment dur. Bien sûr, dans l'action, il faut rester plein d'espoir. Moi aussi, je suis une personne joyeuse. Mais pas dans l'analyse. Là, il faut aller au fond des choses et je ne peux que dire aux gens en Allemagne, ayez pitié de vous-même, ne laissez pas les élites vous faire subir tout cela.